Les capsules criminelles. La logeuse est sur le pas de porte. Elle attend sans chercher le moins du monde à masquer son impatience. Elle a envie d'en finir, mais ne fera aucun geste pour aider Marianne à vider son appartement ni à traîner sa malle dehors. Marianne pose son maigre bagage sur la rue et retourne à l'intérieur fermer sa porte, définitivement. Sa logeuse reste plantée, tendant la main pour que sa maintenant ex-locataire lui remette sa clé. Silencieuse, toute son attitude crie « bon débarras ». Marianne s'assied sur sa malle et attend le voiturier. Elle a pris soin d'engager quelqu'un d'extérieur au village. Ici, tout le monde l'observait, la jugeait. On écartait les rideaux sur son passage. La relation scandaleuse qu'elle entretenait avec Charles Dardel alimentait les commérages. Tout leur rendez-vous était plombé par les persiflages des voisins ou des passants. On disait que leur liaison, leur immoral concubinage avait même débuté du vivant de son mari. Devenue veuve et sans le sou, Marianne s'est résignée à s'installer chez son frère, tout déménager en une seule fois en se délestant de ses détracteurs. Les gens la jugeaient, le consistoire voulait la régénérer, nul ne voulait la comprendre. Ce départ la soulageait presque. Peut-être qu'une fois arrivée à Neuchâtel, elle pourrait continuer à voir Charles sans que cela n'outrage la foule moqueuse. Ce n'était là qu'une douce illusion à laquelle elle ne croyait pas elle-même. Sa conduite déréglée devait également être connue en ville. La famille de son frère devait, comme les autres, considérer sa relation comme dépravée. Les rêves ne durent qu'un temps. Ils s'évanouirent aussitôt qu'elle arriva à Neuchâtel. L'accueil de sa belle-sœur lui prouva que sa faute l'avait précédée. Certes, Rosette n'avait en aucune manière manqué à ses obligations. Elle avait aménagé une place pour Marianne, quelque part au milieu de leurs 6 enfants. Sans un mot, Rosette ouvre la malle et aide Marianne à ranger ses effets. Le même silence réprobateur, toujours. La belle-sœur accomplit son devoir, mais sa morale froissée par cette femme adultère la rend cassante et froide. Seuls les enfants s'enthousiasment à cette nouvelle arrivée. Ils chahutent autour de la table familiale. Sophie, l'aînée, se place à côté de Marianne. Tout le monde attend le père pour commencer le repas. Enfin, Alexandre Magnin passe la porte, se défait de son chapeau et de sa veste avant de prendre place. Rosette sert alors la soupe en commençant, bien entendu, par son mari. C'est alors qu'Alexandre ouvre la bouche pour mettre les choses au clair. Il veut bien accueillir sa sœur, mais exige d'elle qu'elle renonce à son indécent concubinage. Marianne ne se laisse pas faire, elle est habituée aux reproches. Avec le temps, elle avait plus ou moins réussi à s'en accommoder. Cela lui permettait de passer outre les commentaires acerbes qui fusaient parfois à l'auberge, lorsque l'ivresse se fait la porte-parole des mœurs bafouées. Au fil des mois, Marianne continua à voir Charles. Elle encaissait les remarques de son frère, bientôt rejoint par celles de sa femme. Résolue, Marianne se mit en tête de s'accrocher en attendant que la famille se lasse à force de répéter les mêmes sermons. Il fallait laisser le temps normaliser sa conduite. En silence. À l'été 1828, Marianne pensait être arrivée à ses fins. Son frère venait de terminer les foins pour un fermier du littoral et, comme beaucoup d'autres, il s'était rendu à La Chaux-de-Fonds pour accomplir le même travail qui ne faisait que débuter en altitude. Il était parti avec sa fille aînée qui, à 15 ans, pouvait rendre de précieux services pendant que les hommes fauchaient. Ils avaient empaqueté leurs affaires et avaient rejoint la transhumance des journaliers qui se rendaient sur les montagnes, guidés par le besoin d'ouvrage. Une fois les foins terminés en haut, ceux d'entre eux qui ne trouvaient plus de travail redescendraient, qui pour les moissons, qui pour les regains ou les vendanges. Au retour de Sophie et de son père Alexandre, celui-ci ne prit même plus la peine d'apostropher sa sœur, ni même de la gratifier d'un silence éloquent. Son frère n'était pas devenu prévenant pour autant, mais la conduite de Marianne ne semblait plus le préoccuper. Elle pouvait donc goûter au plaisir d'une quiétude retrouvée, puisque sa belle-sœur s'alignait à l'attitude de son mari. Marianne pouvait enfin profiter de son existence librement.
Elle avait perdu le lourd privilège d'être le centre des attentions de la famille. Ce rôle retombait dorénavant sur Sophie. Elle avait fêté ses 16 ans à l'automne et entrait dans un âge délicat où le risque de l'avoir échoué dans les bras d'un mauvais garçon pourrait ruiner son avenir. Elle devenait femme, sa poitrine enflait, et un seul abandon pouvait la rendre fille-mère. C'est la demoiselle, qui vivait maintenant sous la coupe sévère de sa mère, qui la surveillait constamment, demandait où elle se rendait à chaque sortie, l'interrogeait dès son retour. Marianne n'assistait pas directement à ces discussions, elle ne faisait pas véritablement partie du noyau de la famille. Même son frère ne semblait pas participer à cette surveillance pesante. Sa femme aurait pourtant bien voulu qu'il l'aide à mieux contenir sa fille, à mieux la protéger de ces accidents si fréquents. Au contraire, il semblait encore plus silencieux que d'habitude. Il laissait sa femme et sa fille se débrouiller entre elles. Il continuait à travailler le plus possible. Il partait tôt le matin et, à son retour, la fatigue le rendait peu enclin à s'immiscer dans ces histoires de femmes. Abriter le conflit d'une mère et de sa fille était au-dessus de ses forces. Grâce à Sophie, Marianne avait retrouvé sa liberté pour un temps qu'elle envisageait long, puisqu'après l'aîné, ce serait au sac suivant d'être tour à tour le centre des préoccupations. À l'approche de l'hiver, Marianne pouvait retrouver Charles en toute quiétude. Un soir de janvier 1829, Marianne comprit subitement à quel point elle s'était trompée. Sophie était sortie chercher de l'eau et, arrivée près de la maison, elle avait glissé sur une plaque de glace. Lors de sa chute, le seau rempli qu'elle portait sur sa tête atterrit lourdement sur son ventre. Rosette, sa mère, se précipite auprès d'elle et la soutient par le bras pour la conduire dans une chambre. Aussitôt sa fille allongée sur le lit, Rosette referme la porte, son visage étonnamment grave pour un accident bénin. Inquiète, Marianne sort à son tour chercher de l'eau pour soigner sa nièce. À son retour, elle pousse la porte de la chambre pour aider sa belle-sœur. Elle entr'ouvre la porte et se fige. Rosette se précipite et lui referme la porte au nez. Marianne vient de voir sa nièce allongée sur le lit, en plein travail d'accouchement. Revenue de sa surprise, Marianne décide de laisser sa belle famille à ses ennuis et de sortir prendre l'air. Elle comprenait à présent que la trêve qu'on lui accordait avait des causes bien plus graves que la puberté de Sophie. On la surveillait non pas pour l'empêcher de faire une bêtise, mais pour en cacher les conséquences. Elle allait devenir fille-mère, ou pire, infanticide. À 16 ans et 3 mois, on n'envisage que difficilement de garder un enfant, surtout quand on n'a pas même une promesse de mariage en poche. Le seul espoir pour cette fille eût été que l'enfant soit mort-né et qu'il soit très vite enterré dans le plus grand secret. Lorsque Marianne retourne à la maison, tout paraît normal. Le souper est servi et tout le monde avait repris sa place autour de la table. Seuls les enfants semblaient effarés. Il y avait eu beaucoup de précipitations et soudain, les adultes avaient adopté une attitude faussement calme. Quelque chose de grave avait dû se passer. Dans l'expectative, les plus jeunes se tenaient à carreau, ne sachant d'où viendrait l'orage. Sophie, livide, était attablée avec ses frères et sœurs. Le père siégeait comme d'habitude en bout de table. Seule Rosette n'était pas assise, elle s'échinait sur une lessive urgente. Hormis le bruit des cuillères, rien ne venait troubler le silence de la maisonnée, pas même les cris d'un nouveau-né. Tout le monde s'immobilisa à l'entrée de Marianne. Alexandre posa un regard interrogateur sur sa sœur. Pour le rassurer, Marianne s'approcha de Rosette et l'aida à finir de suspendre les draps fraîchement lavés avant de s'installer pour le souper. Sans un mot, sans question, le silence était scellé. Après l'événement,